Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vibe avec ton enfant intérieur. Je suis Valérie et comme d'hab, c'est toujours un kiff, un plaisir, un honneur même d'être avec toi, de passer cette heure ensemble sur le thème de l'enfant intérieur. Donc, si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, sache que c'est un podcast qui est au service de ton enfant intérieur. Et l'intention principale, c'est de t'aider à incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Et quand tu fais ça, ben, tu vas pouvoir créer un espace de sécurité à l'intérieur de toi-même et donc manifester tes rêves. C'est ça qu'on veut. Et ma croyance profonde, ma conviction, en tout cas ma posture d'activiste, c'est de faire en sorte que plus on est aligné avec ses rêves d'enfant, plus on les manifeste, et mieux on se sent, et moins on fait des bêtises dans le monde, on va dire ça comme ça. Les enfants sont le futur, bah, je pense que les enfants intérieurs aussi sont le futur. Donc bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui on va interviewer, pour la première fois c'est un épisode un petit peu différent, dans le sens où cette femme que j'interviewe, je ne la connaissais pas avant de tomber dessus sur TikTok. Oui, TikTok, c'est mon nouveau réseau social préféré. OK, it's done, it's said, it's OK. Et je suis tombée sur une de ses vidéos où elle parlait de son livre, de son recueil de poésie. Et c'était intéressant parce qu'elle disait, je crois qu'elle avait utilisé une traîne de genre, ouais, j'ai sorti mon premier recueil, mais en fait, les gens, ils s'en fichent, un truc comme ça. Et en fait, bah, il y avait quand même vachement d'engagement sur ce post-là. Et moi, à ce moment-là, je me disais, bon, il serait peut-être intéressant d'assumer le fait que tu as envie que tes podcasts soient une plateforme de promotion aussi pour des créateurs, des artistes, des écrivains, etc. Et donc, j'ai juste slidé dans ses DM. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et donc, je suis hyper honorée qu'elle ait accepté de participer à cet épisode pour qu'on puisse parler de son recueil de poèmes, mais également de sa vie, de sa relation avec son enfant intérieur. Donc, Balia, bienvenue dans le podcast Va avec ton enfant intérieur. Merci, salut Valérie, merci beaucoup pour l'invitation. C'est Avec trop joie, cool. avec joie. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien, beaucoup Ouais. plus équilibrée. Je prends le temps de me donner des objectifs et de les faire petit à petit, de vraiment les démembrer et puis, de prendre chaque membre, de m'en occuper, soigneusement donc, non franchement, en ce moment ça va. Ouais, trop cool. Bah, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus tard dans l'épisode de ce démembrage. J'aime bien l'expression que tu utilises. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes clientes qui ont des difficultés et même chez moi, en fait, parfois. Tu sais, tu as tes grands rêves, des grands projets Oui. et tu regardes le truc, ça te paraît absolument énorme. Mais en fait, c'est qu'en démembrant, en faisant ces objectifs tout petits, ces baby steps que tu arrives ensuite à ta destination. Et là, en l'occurrence, on parle quand même d'un recueil qui a été, en plus, alors, il y a rien, j'ai rien contre l'autopublication, je trouve que c'est génial. Mais toi, tu as été publié quand même en maison d'édition, donc je trouve ça Oui. ouf. Mais avant d'entrer tout ça, c'est un peu le trailer. Qui es-tu en ce moment, ma chère Balia? Bah, écoute, moi je suis une personne, assez motivée dans la vie. Qui prend enfin, qui est créative, qui a souvent des idées, qui aime être avec des gens qu'elle aime, donc passer des moments, je vais dire, passionnés, je pense, avec les gens, rire, s'écouter, pleurer s'il faut. Donc ça, je veux dire que c'est ce que je suis, plutôt, en général dans le quotidien. Après, j'ai plein d'activités, donc là, c'est ce que je fais et donc on en parlera. Mmh. Ouais, magnifique. Et donc du coup, qu'est-ce que ça t'a fait quand je t'ai proposé, cet épisode-là, de Vibe avec ton enfant intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Mais j'étais grave contente, en fait. Mmh. J'étais contente parce que, bah, comme je te disais, déjà, j'avais vu une vidéo de toi, sur mon autre compte Trop bien. et je me suis dit: «Ah, mais c'est grave stylé» et donc en fait, Yikis. je sais pas, ça m'a fait une sorte de connexion dans mon cerveau. Je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi pas?» surtout que tu traites des sujets qui m'intéressent et qui font écho avec, ce que j'ai écrit dans mon recueil de poèmes. Donc franchement, j'étais super contente. Magnifique, magnifique. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous présenter ton enfant intérieur? Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est quoi sa vibe? Quel âge elle a? Quelles sont ses passions, ses hobbies? Bah, mon enfant intérieur, je pense qu'il a entre 9 et 11 ans. Entre OK. 9 et 11 ans. Donc c'est une fille qui a besoin de s'évader, qui a besoin de s'exprimer. Il faut savoir que moi, je fais partie d'une fratrie de 5 enfants. J'étais l'avant-dernière, mais pendant 7 ans, j'étais la dernière. Mon petit père est Cool. venu vraiment après et donc j'ai d'abord eu ces privilèges de petite dernière et puis ensuite, il y a eu un autre enfant qui est venu, donc c'est pas qu'on me calculait plus, mais je pense qu'il y a eu moins d'intérêt et étant donné aussi que j'étais une personne plutôt calme et sage, ben, c'est pas je veux pas dire qu'on valorisait pas, nécessairement, mes émotions, mais en tout cas, on considérait que j'avais peut-être pas besoin nécessairement de m'exprimer puisque ça semblait aller bien, en fait. Donc je suis quelqu'un qui s'est renfermé avec le temps, qui écrivait beaucoup pour s'évader et donc c'est une fille qui souhaitait voyager, je pense, à travers son écriture, mais qui, en fait, voulait juste, je pense, de l'attention et
et de l'amour, exister en fait, en travers le Mmh. regard des gens qu'elle aime. Ouais et donc du coup, tu as écrit. Comment est-ce que tu te rappelles les premiers instants où tu t'es retrouvée face à une feuille et à dire: «OK, je vais écrire»? Est-ce que tu te rappelles ce qui s'était passé, à l'intérieur de toi, Hem, Bah, je pense que déjà j'avais besoin de construire la chose vraiment du début. Ça veut dire que moi j'aurais pu prendre, un bloc-notes, écrire. Non, non. Moi quand j'étais petite, ce que je faisais, c'est que je prenais des bouts de carton, je OK. les pliais en 2, je prenais les feuilles, je les scotchais et ensuite Ah j'écrivais mon histoire. mmh. Donc j'avais vraiment besoin de partir d'une base zéro et de construire la chose pour qu'elle m'appartienne, en fait, pour me Ah mmh. l'approprier, je pense. Et donc au départ, c'était vraiment des histoires de martiens, qui voyageaient sur la lune, qui étaient amis et cetera et hem et ça faisait aussi écho du coup au projet de Kid Cudi. Je sais pas si tu J'aime connais? bien que vas-y, tu nous en parles. Ou c'est, son projet qui s'appelle Man on the Moon, The End of the Day. Donc c'est le projet qui m'a le plus marqué, qui est vraiment très planant avec de la musique psychédélique, dans lequel il est très dépressif et il se bat en fait contre son addiction, contre la marijuana et en fait dedans c'est très sombre, très dark, très, ressasser les choses et je pense que quand j'étais enfant, je me sentais bien dans ce projet-là Mmh. et donc c'est pour ça que je faisais beaucoup référence à la lune, à l'espace, aux martiens et cetera, parce que ça me semblait, ressembler à mon univers à ce moment-là. Ouais et tu est-ce que tu avais l'impression d'être venu d'ailleurs? Genre ou de pas être à ta place? J'avais l'impression de pas être à ma place. Je me sentais différente. De toute façon, quand tu es une jeune fille noire, tu te sens différente parce que, bah, tu es pas dans les standards de beauté, donc il y avait ça. Déjà. À l'époque aussi, j'étais grosse, Mmh. donc voilà et puis, bah, j'avais des passions différentes. J'ai quand même eu la chance, d'être une enfant qui voyageait, donc ma mère m'emmenait à peu près tous les ans en Angleterre, donc je voyais que c'était différent là-bas et que tu pouvais être qui tu voulais. Et donc moi, Mmh. j'avais envie de tester ce truc-là et donc quand je revenais en France, je me disais: «Bah, mince, en fait, j'ai envie de le faire ça aussi ici» et donc je le faisais quand même, même si je savais qu'on allait peut-être se moquer de moi et cetera. Donc on me voyait différemment, mais je pense que j'étais juste en train de m'expérimenter, en fait. Ouais, bien sûr et du coup, tu as grandi dans quel environnement socio-culturel, et même socio-économique? Alors, bah, nous, on fait partie de la classe moyenne, je dirais. En tout cas, quand j'étais jeune, c'était classe moyenne. Donc mes 2 parents sont congolais, donc je suis, d'origine congolaise. Donc on a grandi en banlieue parisienne dans le 91. Donc il y a beaucoup de gens qui me ressemblent, beaucoup de gens issus de l'immigration, enfin de la diaspora africaine et donc c'était un mélange de cultures en soi. Donc en fait, il y avait beaucoup de gens qui me ressemblaient finalement, mais voilà, il y avait quand même une différence de traitement par rapport à, si tu étais une jeune fille de cité, enfin vraiment avec les codes de cité, si tu étais une jeune fille qui lisait plutôt des mangas, intéressée par la littérature, si tu une jeune fille haute, enfin vraiment on classait comme ça, je du coup, Mmh. comme il n'y avait pas vraiment de différence de couleur finalement. Ouais Et donc voilà, j'ai et répondu à ta question. ouais et toi, du coup, tu étais plus dans quelle catégorie? Tu étais plus celle qui enfin ou c'était quoi? Genre, si on il y avait un archétype, comment on se disait: «OK, Balia, non, ah, c'est la meuf qui» Bah, j'étais vue comme une fille plutôt intelligente, ouais. quand j'étais au collège, bah, qui s'intéressait à des choses que les gens ne connaissaient pas nécessairement, c'est-à-dire, bah, plutôt littérature. Comme j'écoutais enfin, j'allais beaucoup en Angleterre, j'étais beaucoup intéressée par le rap UK, par Mmh. exemple. Mmh. Donc c'est toujours un petit peu en décalage et je pense que, c'est le fait que les gens ne comprenaient pas d'où ça venait, en fait. Mmh. Je sais pas. En tout cas, Ouais, c'était mon interprétation à ce moment-là. OK. Et donc enfant, très tôt, en fait, tu as manifesté ce recueil? Parce que tu étais déjà Oui. avec ton carton et tes feuilles en train de dire: «OK, je vais écrire un livre et tout», enfin, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu l'as tenu, Sentiment équivoque dans tes mains et comment est-ce qu'elle a réagi ta petite fille de dire: «Putain, on l'a fait?» Franchement, c'est une très bonne question, parce que je crois que je me suis pas posé la question. Ouais. J'ai pas pris le temps de me rendre compte, mais en fait, je pense que quand j'ai vu le projet fini, je me suis dit: «Waouh!» Mmh. Je me suis dit: «Waouh, tu es en train de tenir dans tes mains 19 ans de ton existence». Parce que du coup, quand Waouh! je l'ai écrit, quand j'ai fini d'écrire, j'avais 19 ans Mmh mh. et sauf que, bah, j'ai ce problème-là avec moi-même où, comme Mmh. j'ai tendance à croire que je peux faire ce que j'ai envie de faire et que les gens autour de moi croient aussi, Mmh. en mes capacités.
quand je fais un truc, je me dis: «C'est bien, mais voilà, c'est pas exceptionnel, quoi». En Ouais, vrai, tu aurais pu le faire. Tu le sais? complètement, mais c'est problématique chez nous. Enfin, bon, bref, vas-y, je te laisse parler parce que il y a mmh Non, mais tu nous diras après ce que tu en penses, tu vois? Mais Ouais, les gens savent que je suis capable et ouais. je le sais aussi. C'est pour ça que je me mets à faire des choses et que j'essaye de les accomplir parce qu'en vrai de vrai, si je peux l'imaginer, je peux le faire. Mmh. Et donc quand je l'ai fait et cetera, bah, sur le coup, j'étais grave émue parce qu'en fait, l'image que j'avais en tête était devenue matérielle, Mmh. mais en même temps, je me disais: «Bah, de toute façon, tu l'as imaginé, quoi, donc en vrai, voilà, c'est pas un truc C'est de pas ouf». c'est à la fois, genre, un truc de ouf de manifester ce que tu veux, mais en même temps, c'est pas un truc de ouf parce que, bah, oui, c'est logique, tu l'as imaginé, Heu, donc c'est normal. Oh! OK. Tu vois? Ouais. Donc bah, j'étais contente, mais voilà, j'étais un peu dans ce truc où j'étais dans la retenue. Je pense pas que ce soit de l'humilité. Je pense que c'est plutôt du sabotage en vrai. Ah, interesting. Parce que pour moi, l'humilité, c'est pas que ça sert à rien, mais en vrai, tu sais faire, tu vois? Mmh mh. Mais faut reconnaître, quand tu as réussi, que tu as travaillé, tu y as mis du temps, tu peux le penser et déjà, juste de pouvoir l'imaginer, c'est quelque chose. C'est Il y a des gens clair. qui n'ont même pas cette créativité-là, tu vois? Ouais. Donc être respectueuse, en fait, de mes capacités. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais, ouais. Ça, il y a plein de trucs, il y a plein vraiment des gemmes dans tout ce que tu viens de dire, déjà la partie imagination. Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans ça? Donc toi, tu disais que tu es plus une enfant qui était dans la lune, c'est ça? Ouais. C'est quelque chose qu'on te le faisait qu'on te reprochait quand tu étais à l'école ou quand on te disait parce que souvent il y a des enfants à qui on a dit: «Ouais, sur les carnets, on disait souvent dans la lune» et c'était vraiment genre: «Attention!» alors que c'est quand même un Mmh. ta capacité à imaginer, comme tu l'as dit, c'est ça qui te permet de en tout cas, c'est une des étapes pour pouvoir créer. Qu'est-ce qu'on te disait toi par rapport à ça? Non, j'étais pas au contraire, j'étais pas une enfant dans la ligne, j'étais très concentrée à l'école. Moi, j'aimais bien l'école, j'ai toujours aimé l'école, donc quand il fallait faire mes exercices et cetera, je les faisais toujours, mais je voulais mon temps où j'étais dans la lune, donc c'était un choix, en fait. C'est Mmh. vraiment j'avais besoin de m'extraire de ce que je pensais de moi-même ou ce que les gens me faisaient comprendre de ce que j'étais. J'avais besoin de prendre du recul sur ça et être dans mon monde, écrire, essayer de faire du dessin, faire d'autres trucs, tu vois? Mmh. Mais c'était un choix de planer, on va dire, tu vois? Ouais. Mais est-ce que c'était un choix intentionnel parce que sur le moment, tu te rendais compte de ce que tu étais de tes besoins ou c'est avec le recul que tu te dis: «En fait, voilà, j'ai analysé, je me rends compte que j'étais comme ça»? Hem, je je pense à cette époque-là, c'était une nécessité, Mmh. parce que je pouvais pas mon cerveau, il pouvait pas être en boucle sur ce qui se passait dehors. Mon problème, c'était vraiment que j'avais, trop le regard tourné vers ce que les autres pensaient de moi, tu vois? Ouais. Donc c'était une nécessité de faire un break et de me dire: «Bon là, je fais mes trucs à moi, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît», enfin, tu vois? Mais en même temps, c'était traître parce que du coup, je faisais pas face à la réalité et je Mmh. prenais pas le temps, de vraiment me regarder en face et de me dire: «OK, mais qu'est-ce que toi tu penses de toi-même?» tu vois? Mmh. C'était juste une façon de me distraire, finalement. Mmh. Ouais. Donc c'était pas la meilleure chose à faire, mais c'est vrai que ça m'a quand même aidé un peu à construire mon monde quelque part. Ouais. Et du coup, tu essayais de par rapport à ce que tu dis, ouais, j'ai créé mon monde comme une distraction, tu essayais de te distraire de quoi? Donc tu as dit de ce que les gens pensaient, mais si les Mmh. gens pensent que tu es capable pour est-ce du coup, ça te mettait trop de pression et tu essaies de te séparer de cette pression qu'on te mettait ou c'était autre chose? Non, c'est autre chose. En soi, le positif, tu l'entends, mais le négatif, il prend toujours plus de place, Ouais, c'est clair. malheureusement, tu vois? Ouais. Donc oui, je savais que j'étais capable et cetera, mais je le retenais pas parce que j'avais pas l'impression que c'était une qualité vraiment valorisée par rapport à cet âge-là, être une belle fille, être aimée et Mmh. cetera, tu vois? Donc c'est ça qui prenait de la place dans mon cerveau et qui me faisait du mal et de la peine, tu vois? D'accord. Ouais, donc c'était en fait, le fait de pas correspondre au canon et aux standards de beauté, tu pouvais être la meuf la plus intelligente de la planète, c'était jamais suffisant, en fait, pour toi parce Non, que de toute façon, ton aspect physique ne correspondait pas à ce que tu penses qu'il fallait correct, c'est ça? c'est ça. Parce que le Bah, monde en te fait, pensait trop, ouais. j'étais rejetée pour ça. Il y Mmh. avait enfin, tu vois, au collège, ça arrivait que des gens viennent vers moi, se moquer de moi parce que j'avais un certain aspect physique, tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais. Donc pour moi, c'est ça qui primait puisque c'est ça enfin, c'est ça qui faisait que les gens venaient vers moi carrément pour, se moquer de moi, tu vois? Ouais, Donc moi, pour moi, c'était le plus important alors ouais. que pas du tout. Mais ça, c'est un truc de ouf. Je me pose toujours la question de qu'est-ce qui bon, après les enfants et surtout les ados, sont un peu, enfin, je vais dire con, parce que, bah, leur cerveau, il est pas totalement développé et tu fais vraiment il y a des trucs, tu dis: «Mais vraiment teubé, quoi». Mais en même Mmh. temps, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'éducation où, en fait, on donne pas forcément les bases de
Je me dis qu'un enfant qui vient se moquer de toi, c'est que, ben, soit on lui a pas donné les bases de OK, en fait, la différence, c'est de voir la beauté partout et donc du coup et donc ça veut dire aussi qu'on lui a pas donné les bases pour voir sa propre beauté et sa propre, singularité, ce qui fait son authenticité et cetera, tu vois? J'ai interviewé, attends, je sais plus quand est-ce que c'était, mais bon, ça sera peut-être sorti avant le tien, mais en gros, pareil, une afro-descendante, pas comme d'hab, quoi. Et elle, on lui avait dit, elle se rappelle que dans la cour de récré dans les toilettes, une petite fille lui avait dit, que son nez c'était horrible, ses lèvres étaient horribles. OK. La base, quoi, quand tu étais petite fille, en tout cas, dans Et nos âges. Et en fait, elle en est venue à me dire que, mais en vrai de vrai, la fille en question qui lui avait dit ça, elle-même complexée sur son propre nez. Tu vois? Et donc il y avait tout ce La truc de projection, venir exactement, de venir projeter, quoi, de venir projeter, c'est de la ce qui projection ouais. parce qu'en fait, alors des fois les gens n'ont pas le défaut, sur lequel ils t'insultent, hein, et ils Mmh, le savent. bien sûr. Mais ils savent que s'ils l'avaient, c'est Mmh. comme ça qu'ils se sentiraient, donc ils t'insultent toi, tu vois? Mmh. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses maintenant et c'est Ouais. pour ça que ça me permet d'avoir du recul parce que finalement, ça n'a rien à voir avec moi, hein. C'est Mmh. vraiment eux et leur conception des choses, tu vois? Ouais, bien Donc sûr. les gens, ils me voyaient, ils se disaient: «Ah mais elle est grosse», mais c'est parce que si eux, ils étaient dans cet état-là, ce serait un calvaire pour eux, tu vois? C'est clair, Et donc ils me jettent la pierre. c'est clair. Et c'est pas nécessairement logique, mais Ouais. Ouais, en fait, c'est un mécanisme je sens que c'est un mécanisme de défense et de survie, en fait. mmh. Parce que même moi, je me rappelle, tu vois, franchement, avoir des propos, assez grossophobes quand j'étais petite, Mmh mh. où je disais à mes sœurs: «Ouais, si un jour je suis comme ça, vous me tuez, hein». Mais parce que Wow! moi-même, j'étais, juste une expression comme ça et je pense que j'étais, enfin, je pense pas, je sais que du coup, j'ai fait de la, heu heu, Grossophobie? non, non, de la, dysmorphophobie, la voilà. Dysmorpho. Ouais, c'est ça. Ouais, donc en fait, c'était mon propre enfin, c'était vraiment c'était, je te parle comme ça parce que ça vient de sortir, enfin, ça vient de sortir, en tout cas, je viens de me rappeler de ça. Il y avait vraiment, donc c'était jamais je me disais pas genre, j'allais pas bully quelqu'un, enfin jamais, ça a jamais été mon énergie. Mais par contre, moi, le bully interne, ouh là là! Mmh. Ouh là, to the motherfucking là! Chaud, tu Mmh. vois? Et le truc, c'est que, particulièrement quand tu ensuite, du coup, parce que ton regard, il est biaisé, tu te vois jamais. Parce que même quand tu te regardes dans le miroir, c'est comme si c'était un miroir déformant. Bah, Oui. forcément, s'il est biaisé pour toi, il est biaisé pour le reste de la société, donc tu peux pas avoir le beau partout. Tu vois le beau que dans ce qui est normé. En tout cas, c'était ça mon expérience. Ouais. Et la norme, elle dépend de là où tu te trouves, en fait. Sauf que quand tu grandis dans un environnement où, c'est principalement blanc, ben, bon courage pour, trouver le beau autre que le mainstream, tu vois? Yeah. Comment est-ce que toi, tu as réussi à faire shifter ton regard? Est-ce que déjà tu avais internalisé cette partie-là? Ou en fait bah, oui, tu l'as internalisé, ce que tu me disais tout à l'heure, mais du coup, comment est-ce que tu as réussi à shifter et à sortir de cette illusion que, du coup, ton corps n'était pas, beau? Et ça franchement, ça m'a pris énormément de temps Mmh. et je crois qu'il m'a fallu aller à la fac pour comprendre. Parce que du coup, je sortais, faut savoir que le 91, c'est un peu reculé de la région OK. parisienne et que je trouve qu'on a un temps de retard. On a peut-être, allez, 2-3 ans de retard sur les mentalités, parisiennes, tu Waouh! vois? Donc vraiment dans le 91, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas belle, je savais ce que les gens pouvaient potentiellement penser, donc j'étais pas à l'aise Ah. et quand je suis arrivée sur Paris, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était différent. Il y Mmh. avait pas ces questions de: «Est-ce que tu es grosse? Est-ce que tu es noire? Est-ce que tu as un gros nez? Est-ce que» et cetera. Parce que les gens venaient de milieux différents, les gens venaient de villes différentes dans la France entière, tu OK. vois? Et donc il y avait plus une mentalité comme une mentalité commune, en fait. Ah. Et je pense que quand je suis arrivée à la fac, je me suis dit: «En fait, c'est un nouveau départ. Là, en vrai, si tu veux, tu peux être qui tu veux. Ouais. De comme Donc tu peux exactement ce que tu avais plus» expérimenté, ce que tu voulais vivre à Londres, en fait. Enfin, quand tu exactement. es allé en Angleterre. Donc en fait, là, il y a pas d il y a une base zéro. Tu Mmh. fais ce que tu veux et tu as plus de bagages, en fait. Ouais. Et quand bien même je le pensais comme ça et j'avais compris, il y a un temps quand même, un Bah, bien processus sûr. pour,
que ton cerveau et ton système nerveux l'intègrent. Mmh. Mais je pense que vraiment le fait d'avoir été à la fac à Sceaux, être allé sur Paris, faire Argenteuil et cetera, ça m'a Ouais, c'est top, ouais. traîné sur Paris avec des gens aussi qui habitent sur Paris ou dans d'autres villes. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit et je me suis rendu compte que, ben, finalement, il y a des endroits où tu peux être belle, il y a des endroits où tu peux être moche, C'est on un s'en fout. truc de ouais, 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 D'ailleurs, ouais, on s'en fout, ouais, mais juste sens-toi libre d'être toi-même, en ouais. fait. Mais tu vois, on s'en fout, je trouve que le «on s'en fout», en tout cas pour moi et j'ai l'impression que il est venu plus tard. Oui, Ça a pas été c'était pas dans mon code de base, hein, c'était pas c'était j'ai fait un épisode d'ailleurs comme ça qui s'appelle «Se trouver horrible» parce que moi pendant hyper longtemps, mais genre pendant toute mon enfance, jusqu'à il y waouh. a pas très, très récemment, hein, allez les 5 dernières années où c'est là où je me dis: «Mais en fait, tu es fraîche de ouf». Mais Mmh. avant ça, je me trouvais horrible. Mais tu sais comme quand on te montre un petit peu comment est-ce qu'étaient dépeints les noirs, pendant la colonisation, tu voyais des tu sais des traits, je me voyais vraiment comme ça. Genre c'était je me Waouh! ouais, mais c'est chaud, tu vois? Et je trouve que ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, c'est que en fonction de l'endroit où tu te trouves, la manière dont tu es reçu est différente. Et du coup, quand toi, tu allais en Angleterre, est-ce que tu t'étais perçu différemment? Parce que j'ai l'impression que, tu vois, c'est comme quand, heu, par exemple, tu es en Occident et après tu vas en Afrique. En Occident, peut-être que tu es pas dans le critère de beauté, mais tu arrives en Afrique, tu es la plus fraîche, beaucoup plus fraîche que la plus fraîche de tes copines. Bon, il y a Mmh. tout un aura, un truc qui vient avec ça, mais voilà. Et donc, est-ce que quand tu étais en Angleterre, toi, tu avais le sentiment que, le regard qui était posé sur toi, sur ton corps et sur ta beauté, sur ton authenticité était différent que quand tu Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, largement, largement. Donc déjà, il y a le sentiment de liberté. Mmh. Parce que je peux faire ce que je veux et que je pousse mon style et que, bah, à l'époque, j'aimais bien un peu ce qui était gothique, un peu rock. Donc là, je pouvais moi, j'étais fan de Lady Gaga, donc je sortais mes grosses plateformes Waouh! et je me sentais libre déjà, première Mmh. chose. Dans les journ enfin, quand j'allais en soirée ou quand je croisais, des gens et cetera, c'était des compliments partout et des Mmh. compliments pour des choses qui ne sont pas valorisées en France. Ça m'était déjà arrivé de mettre un rouge à lèvres bleu. On m'a dit: «Waouh, toute la journée, tu es magnifique, ça te va trop bien et cetera». Mais viens Et ici dans le je te 91 avec ton jure, rouge à lèvres bleu, je te jure, tu vois? je te On va jure. se moquer de toi Ouais. et en fait, c'est à ce moment-là que je comprends qu'en fait, il y a des standards différents Mmh. et je pense qu'en tant que femme noire, c'est important de le comprendre. Ouais. Parce que, je sais que des fois, on a beaucoup d'images dans la tête où on veut se faire accepter parfois par les hommes de notre communauté, Mmh par mh. plein de choses et cetera. Faut comprendre qu'on est en France, en Occident, dans la francophonie aussi, c'est important. Mmh. Donc les mentalités sont différentes et c'est OK, qu'il y ait plein de gens qui veuillent pas de nous, mais il y a des gens qui veulent et Mmh. ces gens-là, est-ce que nous, on se met dans leur espace? Est-ce Pas qu'on se tout. présente à ces endroits-là? Ou est-ce qu'on a toujours ce besoin de validation? Et je parle des hommes, mais par exemple, je pourrais parler de quand on va dans des restaurants. Ouais. On sait que ces restaurants, ils veulent pas de nous. Qu'est-ce qu'on y fait, tu vois? Non. Pourquoi on va pas dans des endroits où on est valorisé, respecté, traité à notre valeur? On a toujours ce besoin, tu sais, de se battre ou de performer pour être Oui. accepté. Et moi, j'ai pas envie de faire ça, parce que moi, je considère que une personne, si elle doit m'aimer, c'est juste parce que j'existe, en fait, Mmh mh. tu vois? Plus. Donc non, vraiment, prendre le temps d'aller dans des endroits où, quand je vais, je me sens juste bien, en fait. J'ai pas Mmh. besoin, d'en faire plus, en fait. Mmh. Donc non, non, je l'Angleterre m'a donné déjà des petites clés, en fait, des petits indices, en tout cas. Ouais. Et donc du coup, est-ce que tu as toujours su que tu étais écrivaine? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Moi, j'étais une enfant, je devais faire tout et Mmh. en fait, comme une enfant classique, je pense que je savais pas vraiment ce que je voulais Ouais, faire. J'ai toujours su que je voulais sortir des livres. d'accord. Après voilà, chanteuse, maîtresse, enfin, tu vois? Mais quand j'étais petite, c'est vrai que je disais: «Oui, j'aimerais bien, être écrivaine, sortir des livres et cetera» et je me souviens la première fois que j'ai sorti, Sentiments équivoques, du coup, en auto, publication, j'ai, la mère d'une amie qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle se souvenait que quand j'allais chez eux, je disais que je voulais sortir un livre et ça Super. m'a grave touchée. Je pense que ça, c'est Ouais. vraiment le message qui m'a grave émue. Je me suis dit: «Waouh!» J'en Waouh! parlais depuis. Waouh! Tu en parlais depuis et Ouais, tu as pas lâché, quoi. ouais. Tu as pas Donc ça, lâché. j'étais vraiment fière, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du parcours, de l'édition? Parce que donc tu as commencé par, l'autopublication de Sentiments Ouais. équivoques, on va y arriver et là maintenant, il est édité chez Hello Éditions.
Mmh. C'était quoi le process? Parce que comme je te disais, la 1re fois qu'on s'est parlé, j'ai pas mal de connaissances ou de clientes qui sont sur ce parcours-là, initiatique de l'édition et waouh! Ça a l'air chaud patate! Et donc du coup, c'est aussi pour ça quand je suis tombée sur ton livre, je me dis: «Mais elle a go là! Ah!» En tout cas. Non mais c'est vrai. Parce qu'en fait, tu sais, c'est comme, je sais pas si tu connais cette histoire de 4 Minute Mile? Attends, de One Minute Mile, un truc comme ça. Non, de 4 Minute Mile. En gros, bref, peut-être que je c'est pas exactement ça, mais en gros, aux US, je sais plus quand, c'est très imprécis comme, truc, mais on va comprendre l'essence. Il y avait le mile avait jamais été couru en dessous de 4 minutes, un truc comme ça, OK. jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui le fasse et ensuite dans l'année, genre, il y en a 50 qui ont réussi à le faire. Donc OK. ça montre le pouvoir, en fait, de la représentation et du subconscient aussi. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant et important, d'avoir des femmes comme toi qui éditent leurs livres, qui vont jusqu'au bout, mais ça peut tu aurais pu faire autre chose, juste aller au bout du rêve parce que au delà de la manifestation qui est la tienne et qui est magnifique et qui est waouh, c'est aussi extrêmement puissant pour les personnes qui te voient Mmh. et qui se disent: «Waouh, en fait, si elle le fait, je peux le faire». Bon, après une fois que tu as dépassé peut-être la jalousie, l'envie, le machin, les trucs, donc allez en thérapie les gars, mais sinon le message, c'est ça, c'est genre, en fait, si elle l'a fait, tu peux le faire aussi, en fait. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu as fait tout ça? Alors, moi, je commence à écrire Sentiments équivoques donc en 2019, donc j'ai 19 ans. J'écris les premiers poèmes, je commence à en avoir pas mal, donc je les rassemble, j'essaye de structurer, je fais des chapitres et cetera et je décide aussi d'ajouter de la photo. Donc je travaille avec, Simon qui était, un ami de fac, donc qui me permet d'avoir de la photographie à l'intérieur. Donc vraiment, je prépare tout ça et une fois que le livre est formé, que j'ai bien écrit, structuré et cetera, je me dis: «OK, je vais chercher des maisons d'édition». Donc je commence à envoyer mon projet et bah, là, en fait, je reçois plein de retours négatifs. Donc Ouais. j'envoie aux grosses maisons, en fait, celles que je connais, celles qui sont sur, en ligne et je reçois des retours négatifs ou alors pas de retour du tout et donc là, je me dis: «OK, ça a l'air d'être compliqué. Comment est-ce que je peux faire sans passer par ces plateformes?» parce que moi, en fait, j'ai envie de le faire et j'ai pas besoin que eux me valident dans un sens. J'ai pas besoin qu'ils disent: «Oui, c'est bon, tu es parolière, enfin, tu es poétesse, pardon, on publie ton livre». Non, je le suis, qui prend mon projet. Ouais. Et du coup, je me dis: «Bah, j'essaye de voir s'il y a d'autres alternatives» et là, je vois qu'il y a l'autopublication. Donc en fait, l'autopublication, c'est tu passes par une plateforme pour diffuser et distribuer ton livre. Donc tu gagnes quasiment 100 de tes ventes. Par contre, voilà, tu as quand même un délai d'impression qui peut être long. C'est vraiment toi qui te charges de la correction, et de la couverture et cetera. Après bon, tu peux toujours faire, appel à des prestataires pour ça. Mais voilà, tu es vraiment en charge de gérer tout ça. Donc novembre, oui, c'est ça, novembre, 2019, non 2020 pardon. Novembre 2020, je le sors en autopublication et donc là, je me charge de la communication et cetera. Les gens peuvent le commander donc sur une grosse plateforme comme Amazon, donc ça, c'était cool et et donc voilà, dans un premier temps, c'était, un bon moyen en tout cas de pouvoir sortir mon livre, mais je crois que dans le fond, j'avais quand même besoin d'avoir un plus large public et d'être référencé d'une meilleure manière Mmh. et quand tu le fais en autopublication et que tu es pas connu, ça peut être difficile quand tu as pas une plateforme ou tu es pas tiktoker ou influenceur ou tu as pas de visibilité tout simplement. Donc ça m'a un peu saoulée parce que vraiment la communication, c'est pas ce que j'aime Mmh. et je me suis dit: «OK, c'est pas grave, je veux être publiée, je le ferai». Donc je l'ai retiré de l'autopublication et bah, j'envoyais toujours mon manuscrit, j'envoyais. Donc ça a duré, 4 ans, puisque finalement j'ai signé en août 2024. Ouais, Après voilà, c'est 4 ans où des fois, il y a des moments, j'en voyais plus en fait, j'en avais marre, bien sûr, je bien sûr. reprenais, vraiment c'était des hauts, des bas et en fait, Hello Édition, je le trouve sur Instagram parce Mmh. qu'ils font un appel à manuscrits, parce que c'est une nouvelle maison d'édition, qu'ils ont besoin d'avoir un, comment on dit? J'allais dire un portefeuille, mais un panel Mmh. de livres à proposer. Et donc quand je regarde sur leur site, je vois qu'en fait, ils proposent un tas de livres différents, des auteurs venant de plein d'endroits différents, des thèmes et des sujets variés et je vois des thèmes qui me parlent parce qu'il y avait des thèmes, sur la religion. Je voyais qu'en fait, il y avait des sujets qui étaient acceptés et je savais que moi, par exemple, dans mon recueil de poèmes, à un moment donné, je parle
de ma personne en tant qu'africaine, afrodescendante, tu vois? Mmh. Et je me suis dit: «Bah, on me censurera pas, en fait, si je leur envoie le Ouais. livre». Et donc c'était important pour moi et donc je leur ai envoyé mon manuscrit et au final, j'ai eu une bonne réponse, très accueillant, très ouvert, vraiment, j'ai été hyper bien reçue et donc j'ai signé avec eux pour 2 ans. Et donc je conseille Hello Éditions à Hein, ceux hein. qui souhaitent, se faire publier pour une première fois en tout cas. Mmh. Ça leur permet au moins d'avoir un bon référencement, d'être bien accompagnés, de comprendre aussi comment ça fonctionne, c'est important. Et puis, voilà, hein, donc Waouh. ça a été, 4 ans Ouais. de recherche. En fait, c'est de la patience, hein. Ouais, c'est clair. Si j'avais abandonné, je l'aurais jamais sorti. En fait, tu sais, ce moment où tu te dis: «Allez, cette fois, je vais le faire, je vais aller jusqu'au bout». Ça peut être parce que tu as envie de te reconnecter à toi, ça peut être parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle, il y a quelque chose qui est pas totalement aligné ou tu te sens bloqué. Et puis, les jours passent et tu te fatigues et tu doutes et doucement, peut-être de manière inconsciente, tu te laisses tomber. C'est sûrement parce qu'à l'intérieur, il y a pas encore assez de sécurité pour tenir. Peut-être que tu sais pas vraiment par où commencer pour te reconnecter à toi et si c'est le cas, moi je t'invite à commencer par à travers avec ton enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est pas juste un concept, c'est pas juste une idée. Si tu écoutes ce podcast depuis longtemps, tu as capté que c'est un lifestyle carrément. L'enfant intérieur, c'est la partie de toi qui a besoin de constance, de douceur, de quelqu'un qui reste. C'est le petit garçon qui est encore présent, c'est la petite fille qui est encore là. Et c'est pour ça que j'ai créé les 21 Baby Steps, parce que c'est le point de départ pour ça. Pendant 21 jours, tu reçois une mission simple, quelque chose de faisable, un petit pas, pour chaque jour recréer un lien entre toi et toi. Et ça, tu peux le faire à 10%, tu peux le faire imparfaitement. L'important, c'est que tu reviennes. Et au bout de quelques jours, il y a quelque chose qui va bouger. Tu vas te regarder autrement, tu te fais un peu plus confiance, tu arrêtes d'attendre le bon moment parce que connecter avec ton enfant intérieur, c'est pas juste comprendre ton histoire, c'est lui montrer chaque jour je suis là et je ne t'abandonne plus. Et donc pour ça, on va passer par comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, comment ton système nerveux fonctionne, comment tu peux identifier tes émotions, qu'est-ce qui est important pour développer ton intelligence émotionnelle et donc un espace de sécurité pour toi-même à l'intérieur de toi, pas la sécurité intérieure politique, mais la sécurité intérieure intime. Donc, si tu tournes en rond et si tu commences du contenu sans savoir comment passer à l'action, si tu sens qu'un passage est en train de se faire et que tu as besoin de soutien, les 21 baby steps sont là pour toi. C'est la base, c'est le seuil, c'est le premier engagement envers toi-même et envers ton enfant intérieur, peut-être en conscience. Le lien est dans la description et je serai honorée de t'accompagner sur ce chemin. Allez, retour à l'épisode. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le pouvoir de, tu vois, de la, ouais, de la persévérance, parce que tu as quand même reçu des «non» et tu as quand même continué. Qu'est-ce qui t'animait, en fait, à chaque fois et à te dire: «OK, bah, c'est pas grave, j'y retourne, j'y retourne». Qu'est-ce qui a fait que tu as pas lâché ton rêve, en fait? Hem, j'aime pas la sensation de me dire que potentiellement, si j'avais pas envoyé une dernière fois, Ouais, peut-être que ce serait passé cette fois-là, en fait, ouais. tu vois? Donc en fait, je suis en mode: «Ah non, vas-y, j'essaye une Oh dernière fois, j'essaye une non! dernière fois» parce que je me dis: «Ça se trouve, si je le fais pas là et ben, j'aurais raté le truc de ma vie», tu vois? Ouais. Et donc c'est ça qui me rend persévérante, c'est la peur de l je sais pas si c'est la peur de l'échec Oh. qui fait que je continue, je continue, je continue. Est-ce que c'est la peur de plutôt de passer à côté, tu sais, sur ton lit Oui, de mort et te dire, «Ah! Oh, je voulais écrire un livre et puis quoi?» Tu tu sais, sais, c'est comme les ligaments croisés chez les gars, quoi. Ouais, je joue au foot, mais je devais faire une carrière, mais tu connais les ligaments croisés, OK. tu vois? Mais ça, c'est un truc, ça t'arrête pour de vrai. Mmh. Mais ça, Mais là, il quand faut tu être veux mort. sortir un livre, ça va, tu encore Ouais, là, tu vois? ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais ouais, non, je pense que c'est la peur de passer à côté. Mmh. Tu t'ima et moi, je me donne toujours une image en tête, c'est si je meurs, genre, enfin, si je dois mourir et que j'ai genre 5 secondes où j'ai encore le temps de réfléchir, est-ce que ça va devenir en tête? Ouais, 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 ouh là! Si je me dis: «Oui», je vais le faire, Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. tu vois? Ouais, c'est clair. Bon et donc ouais, c'est ça qui me fait, c'est vraiment la peur de passer à côté. Je peux pas me dire: Mmh. «Ah putain, j'aurais dû, il est pas bon, il est pas Mmh. acceptable», Non, c'est clair. tu Et vois? qu'est-ce qui t'a parce que j'ai l'impression aussi, de ce que tu me racontes énergétiquement, que le fait aussi de d'avoir été out of the box et d'être souvent peut-être rejeté ou
quand tu étais petite, en tout cas, par rapport à ton apparence physique, c'est comme si ça avait été ta préparation aussi pour recevoir tous ces noms-là et pas te décourager quand même, tu vois, quand il s'agissait de envoyer ton manuscrit à des maisons d'édition et de recevoir des noms et parfois pas de réponse. Est-ce que tu as l'impression que finalement ton enfance, ça t'a préparé à tout ce parcours qui a duré quoi? 4 ans, tu parles de 2000 allez même 5 ans, 2020-2020 6 ans, 2019-2025 jusqu'à ce que tu Mmh, finisses par être édité? je pense que mon parcours, il m'a préparée à, savoir me différencier et Mmh. à savoir faire à base de rien, en fait. Ouais. Je pense que le rejet, quoi qu'il arrive, bah, ça existe et que tu es obligé d'y faire face. En fait, c'est une obligation, enfin, peu importe qui tu es, tu vas recevoir le rejet, tu vois? Donc ça, j'avais pas le choix que d'y faire face et en vrai, je sais pas si ça m'a vraiment aidée d'être rejetée sous une certaine forme Mmh. et ensuite d'être rejetée pour les livres, mais je pense que ce qui m'a vraiment aidée, c'est le fait d'être dans ma bulle, de pouvoir être créative, de partir de rien du tout pour construire des choses. C'est ça qui fait que plus j'avance, plus je crée des choses qui n'existent pas, en fait, Ouais, qui m qui me sont personnelles et propres à moi, tu vois? ouais, bien sûr et heu et du coup, il y a qu'est-ce qui s'est enfin, est-ce que tu peux nous emmener un peu dans ta bulle? Comment est-ce que enfin, si c'est pas trop intime, hein, bien sûr, mais genre comment c'est dans ta bulle? Il y avait je crois que c'est le premier album de Diams qui s'appelle Dans ma bulle, je crois? Bon bref, référence. Je sais plus du tout. Mais ouais, voilà. Mais ouais, c'est comment dans ta bulle et comment est-ce que tu fais pour nourrir et préserver cette bulle? Hem, j'ai besoin de solitude. Ouais. Déjà, j'ai besoin de pouvoir réfléchir, penser, par moi-même. Comment est-ce que je pourrais vous emmener dans c'est une bonne question, hein! Bon déjà Sentiment équivoque te permet d'entrer dans ta bulle, une partie de ta bulle quand même, enfin, tu vois? Oui, mais tu Mais vois, Sentiment équivoque, je trouve qu'il est très négatif. Moi, par exemple, je le lis plus. bah, c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai que je l'ai trouvé assez nostalgique, Oui, assez nostalgique et parfois, tu vois, genre, il y a un passage que tu genre, par exemple, tu vois, que j'ai noté et qui m'a je fais: «Oh! Puisse notre amour subsister, car ça a été du temps et de l'argent. Ces dépenses ne comptent, qu'on ne comptera que si l'on se sépare. Mais pour l'instant, je t'aime, donc je ne compte pas». J'étais en mode: «Ouh! Damn! Damn!» Mais vraiment, c'est ça en plus, parce que généralement, quand tu finis une relation, tu dis: «Ouais, en plus, moi, j'ai investi vachement de temps et c'est moi qui venais tout le temps, machin» et c'était tellement et c'est vrai que oui, il est, ouais, c'est tu vois, nostalgique, c'était le je terme, vas-y. donnerais pas Sentiment équivoque aujourd'hui. À D'accord, l'époque, ouais. Sentiment équivoque, ça représente exactement mon état d'esprit, tu vois? D'accord. Et c'est terrible, je trouve, Bah, dans un sens. après, c'est ce que c'est, hein, ça fait partie de Oui, ton chemin, tu vois? c'est comme ça, j'accepte, Ouais. tu vois? Mais non, non, aujourd'hui vraiment, en tout cas, si je devais donner un cadre ou une situation, ce serait vraiment moi, je suis une meuf de la nuit déjà. D'accord. Donc tu vois, une nuit, un peu de lumière, des plats qu'on aime manger, mais sains, attention, Mmh mh. des fruits, Mmh. on est autour d'une table et on partage ce que l'on ressent les uns pour les autres. Waouh! Ça, c'est rentré dans mon monde aujourd'hui, tu vois? Mmh. C'est en fait avoir une safe place pour exister comme tu veux. Ouais. C'est-à-dire vraiment si tu veux dire les pires horreurs que tu penses, tu peux, tu vois? Et on essaiera à toi de pouvoir t'apporter en tout cas des axes d'amélioration pour que tu puisses comprendre que c'est OK que ça existe aujourd'hui, mais ça peut en tout cas, changer et voir le jour d'une meilleure façon, tu vois? Oh! Je pense que ce serait vraiment en tout cas, c'est une image, D'accord. OK, OK, tu vois? c'est le plan de ton prochaine émission télé ou podcast vidéo, je sais pas quoi. Arrête. On a dit qu'on rêvait ou pas? Là, tu es en face de quelqu'un qui, se met Pourquoi enfin pas, qui se met hein? Moi, je suis pas fermée de toute non, façon, mais non. ouais. OK, OK. Donc OK, dans cette bulle et donc comment est-ce que tu fais pour prendre soin de ton enfant intérieur, au quotidien? Pour que cette petite fille, elle se sente, protégée, qu'elle se sente, écoutée, acceptée, Mmh, ça m'a pris du temps par contre. Ça, j'avoue, c'est peut-être une histoire d'il y a deux ans, 1 an, Mmh. 2 ans. Hem, faire preuve d'honnêteté dans un premier temps et une fois que je comprends les choses, me donner le temps de les assimiler. Hem, des fois, tu comprends les choses et puis tu refais l'erreur et tu es en mode: «Ah» et puis tu accables. Je veux plus m'accabler, c'est bon. Tu vois? Oh! Tu as compris que c'était pas ça et c'est OK,
tu vois? Maintenant, prends le temps de changer, donc tu vas sans doute refaire l'erreur. Quand tu l'as refaite, tu as compris que tu l'as faite, mais tu vois, tu essayes de changer petit à petit. Donc c'est vraiment être patiente avec moi-même et respecter le fait que, bah, parfois je refais des erreurs ou parfois j'ai envie de choses qui sont pas bonnes pour moi, tu vois? C'est OK. Donc c'est Ouais, comme ça que je respecte mon enfant, intérieur aujourd'hui. Mmh. ouais. Cette notion de culpabilité, le poids de la culpabilité là, j'ai sorti un épisode là, justement qui s'appelle, «Se libérer du fardeau de la culpabilité» parce que c'est une énergie qui est tellement la culpabilité et la honte, c'est tellement dense, Non, c'est non. tellement lourd, tu sais? C'est vraiment très sticky, quoi. Alors quand tu es Ouais, dedans, c'est comme des sables mouvants, ça te comme ouais, ça, ouais. c'est, c'est vraiment, Ça n'a aucune utilité à part, perdre ton temps. ouais, ouais, Vraiment. vraiment, ouais, c'est clair. Donc Mmh. voilà. Comment est-ce que tes parents ont accueilli le fait que tu sortes, ce premier livre? Bah, mes parents l'ont bien accueilli. Mmh. Honnêtement, j'ai eu la chance et j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient quand même ouverts à cette époque-là et qui le sont d'autant plus aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que, bah, j'ai eu la chance de faire différents sports, par exemple différentes activités. Mes parents prenaient le temps de nous amener à la médiathèque, aller lire des Hem, livres, en prendre pour nous, les ramener à la maison. Donc j'avais une certaine ouverture au niveau de la littérature, en fait et des activités différentes, qu'on pouvait faire donc à travers le sport. Donc cet attrait-là, ils l'ont nourri quelque part parce ouais. que c'est eux qui m'y emmenaient, tu vois? Donc quand je dis à mon père que je vais écrire, je lui dis: «Ouais, j'aimerais bien écrire et cetera». Il me dit: «Oui, bah, vas-y, écris», tu vois? «Écris, après tu nous montreras» et c'est ça aussi qui m'a donné, je pense, bah, j'ai une forme de validation de leur côté. Non. Donc ça m'a permis d'être à l'aise avec la chose et de ne pas me dire que c'était bizarre ou particulier parce que, bah, mes parents étaient en mode: «Bah, c'est OK» et bah, mon père aussi, je l'ai appris récemment par contre, Mmh. qu'en fait, il écrivait de la poésie. Ah! Bah, bien sûr. Donc ça ne venait pas Bien de nulle sûr. part Oui. et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est en mode: «Oui, bah, tu as droit, tu peux» parce que, bah, c'est quelqu'un qui s'exprime bien en français et qui écrit bien le français, ça on l'a Mmh. toujours vu. Donc j'ai jamais, je me suis jamais sentie en décalage par rapport à mes parents. Donc Ouais, ouais et tes parents, ils sont arrivés en France à quel moment? ma mère, elle avait une vingtaine d'années, donc ça devait être en 88 par là? D'accord, 88 q ouais, OK. donc ouais, ça fait, maintenant combien de temps là? Bah, 30 ans? Un 35 peu ans, 36 ans, 35 ans? 36 ans. Mmh. C'est waouh et du coup, on parlait de l'Angleterre tout à l'heure, du fait d'aller en Angleterre et cetera et je te disais: «Oui, souvent quand tu vas dans 2 endroits et ça peut avoir un impact sur la manière dont tu es perçu» et donc ma question complémentaire à celle-ci pour faire le lien avec ta maman qui est du coup congolaise et ton papa Mmh, aussi. Quel est ton rapport avec le Congo? Est-ce que tu avais l'occasion d'y aller? Est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller particulièrement quand tu étais enfant? Et mmh. comment est-ce que tu t'y sentais si c'est le cas? J'y étais allée donc une fois quand j'étais enfant, mais j'étais très jeune, je devais avoir, entre 8 et 10 ans, je me souviens plus Ouais. et bah, pour moi, le Congo, c'était synonyme de famille. Tu vas au Congo, tu vas voir ta famille, tu vois? Après, je sais que, plus communément, en tout cas pour les Africains, il y en a enfin, il y a certains pour qui aller au bled, c'était être puni, tu vois? Oui, bien sûr, ouais. Donc d'un côté, j'avais pas nécessairement une bonne image, mais voilà. Après moi, je sais pas parler la langue. Je suis pas une meuf qui écoute beaucoup de rumba, beaucoup de musique de là-bas, donc j'étais pas vraiment proche de ma culture quand j'étais jeune, mais j'ai commencé à m'y intéresser, au fur et à mesure, et d'avoir un regard neuf dessus parce que, bah, fallait que je me fasse mon propre avis, en fait Ouais, bien sûr. et j'ai eu l'occasion d'y retourner, l'année dernière seulement, donc genre 10 ans plus tard Mmh mh. et de me faire mon propre avis et d'y faire du tourisme, en fait, parce que c'est un pays qui mérite d'être vu autrement que par la guerre, les génocides et la famine, tu vois? Et même de me renseigner sur l'histoire du pays. Hem, pourquoi est-ce que je suis congolaise? En tout cas, qu'est-ce qui me raccroche à ce pays-là, historiquement parlant? À quoi est-ce que je peux me raccrocher? Qu'est-ce que ce pays veut raconter à travers, sa faune, sa flore, ses combats et cetera? Enfin, il fallait que moi j'aille voir de mon côté pour être fière aussi de qui je suis, tu vois? Je peux pas être fière d'être congolaise juste parce que je suis congolaise, étant donné en plus que les frontières ont été faits au stylo bic, Ah heu, bon, par ah des bon, gens qui avaient besoin des je ressources. te jure, vraiment
«Et toi, dis donc Didier, ça te dit? Ouais, le Congo, c'est pas mal, ouais, les meufs sont pas mal là-bas. Ouais, allez, tu me donnes un peu?» Tu Vraiment. vois ce que je veux te dire? Ah mais Donc délire. j'avais besoin de savoir aussi pourquoi je suis fière d'un pays qui n'a même pas été au final, construit par le peuple en lui-même, tu vois? Donc voilà, c'est après comprendre que je suis bantou finalement et que ça comprend d'autres pays, enfin, tu vois? Faire cette recherche-là donc je pense qu'avant de me sentir congolaise, je me suis sentie africaine. Mmh. Ça veut dire que je me suis pas directement associée au pays, puisque je me retrouvais dans la culture de plein d'autres gens, parce qu'on traînait avec plein d'autres gens aussi, tu vois? Pareil pour les Antillais, en vrai, je les comprends, dans ce qui est mon appartenance, culturelle, on va dire Ouais. et hem et ensuite quand j'ai appris à connaître un peu plus le Congo, là, je me suis dit: «Oui, bah, ouais, je suis congolaise», tu vois? Et de toute façon, c'est mes origines Bien donc sûr. Ouais, bien voilà. sûr. Mais je pense pas que ça a eu un impact, particulier dans la littérature que je fais aujourd'hui, tu vois? Mmh. C'est Mmh. plutôt dans ma personne. OK. Et du coup, tu nous as dit au tout début que tu avais été donc tu es issu d'une fratrie de 5 personnes, mais pendant, 7 ans, c'est ça? Tu as été non, c'est Ouais, combien de temps? 7 ans? Tu as été la petite attends. dernière. Comment est-ce que ça a été le passage du coup, de, je suis la petite dernière, donc c'est la je suppose qu'on doit chouchouter, qui a tous les passe droits parce qu'en fait les frères et sœurs ont ouvert la voie. Hem, Comment est-ce que ça a été de passer de ça à finalement passer, à avoir du coup un petit frère, hein, c'est ça? C'est ça. Bah, la petite dernière, elle est chouchoutée. En plus, c'était une fille. Mmh. Donc non, j'étais chouchoutée et puis j'avais mes grandes sœurs, je pouvais rester avec elles, si je boudais, on me donnait ce que je voulais donc non, franchement, Mmh. c'était bien et en fait, quand il y a eu le changement, j'étais super contente d'avoir un petit frère, mais il lui fallait beaucoup d'attention, de un et puis c'est une période aussi où mon père est tombé malade. Ah OK. Donc la priorité aussi est devenue mon papa à ce moment-là Oh. et donc bah, mes enfin mes besoins sont devenus un peu, Mmh. secondaires et puis, je me débrouillais bien toute seule. À l'école, ça allait très bien, enfin, donc on m'a un peu mise de côté et j'ai pas cherché à demander de l'attention parce que j'avais pas envie de déranger, en fait. Je voyais que ça Mmh. n'allait pas et je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, débrouille-toi ton de ton côté» et donc ça a fait de moi, quelqu'un qui ne demande pas, qui se débrouille et qui trouve que demander, c'est déranger. Ah, Parce que interesting. c'est dans cette configuration-là que j'ai dû apprendre à être autonome, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Donc oui, j'ai commencé à apprendre très tard que le fait de demander, c'est juste parce que tu as besoin, en fait En et que fait tu as le droit d'avoir ouais, besoin. ouais, Mais voilà, au début, c'était très, «Faut pas que je dérange», donc j'essaye de tout faire moi-même et c'est ce qui te rend après, multipotentiel ou en tout cas capable de faire différentes choses. ouais, Parce que tu apprends à t'adapter rapidement à des environnements, parce que je pense que ça devient un instinct de survie, en fait. complètement. Ouais, mais donc du coup, tu vois, quand tu dis, oui, c'est sûrement alors je sais pas, est-ce que c'est ça c'est une question que je j'ouvre. Est-ce que c'est ça qui te rend multipotentiel ou est-ce que tu es déjà multipotentiel et du coup ça emmène ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ce que ça me fait comprendre, c'est que oui, en effet, c'est une compétence de ouf de pouvoir s'adapter, mais comme tu l'as Mmh. dit, c'est une manière de survie et la survie, en fait, c'est pas thrive, c'est survival, tu vois? Donc Mmh. thrive, c'est plus, genre comment c'est le français parfois? Bah, la survie, c'est la survie alors que thrive, c'est, dans l'expansion. Tu vois? Tu es Oui. pas juste en train de survivre, tu es dans l'expansion et donc même si c'est des compétences de ouf parce qu'après tu vas à droite à gauche, tu te gères, mais tu es quand même dans un état de survie. Ton système nerveux, même si tu succèdes, il est en état de survie, tu vois? Mmh. C'est Donc clair. comment est-ce que toi tu prends soin de ton système nerveux? Donc tu nous as dit tout à l'heure passer du temps seul, c'était important pour toi, ça permettait d'être dans ta bulle et cetera. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques, peut-être somatiques ou même, spirituelles ou religieuses que tu mets en place pour vraiment, peut-être, vivre, enfin, comment dire? Exister, dans ta puissance, mais pas dans l'espace de survie. OK. Alors je priais beaucoup, quand j'étais jeune. Je sais que ça me permettait de me calmer. Maintenant, c'est des moments où, je vais m'étirer, prendre le temps de m'étirer. J'ai l'impression que c'est une forme de méditation pour moi, sachant qu'en plus je suis grande, Ouais, donc tu j'ai mesures combien? l'impression 1,80 m. OK. Donc j'ai l'impression que mon corps a besoin d'être détendu plus souvent peut-être qu'une personne qui est plus petite, qui va plus utiliser toutes ses articulations et donc ça me fait du bien de m'étirer, de prendre le temps de faire des exercices de respiration, d'aller à la salle de sport, de faire du sport. C'est des moments de break où mon cerveau peut,
respirer, Ouais. tout simplement. Ça m'arrive aussi d'écouter de la musique classique ou des musiques plutôt douces et de danser. Mmh. Ça Ouais, aussi, c'est un truc que je commence à faire récemment qui me fait grave de bien. ouais. Tu vois, par rapport pour revenir au corps, est-ce que c'était un truc où tu te sentais pas bien dans ton corps parce que tu te sentais pas bien ou c'est parce que tu l'as internalisé, en fait, le regard des autres, mais en vrai, toi, ça allait dans ton corps? Tu vois, je sais même pas. Mmh. Je sais pas si, en tout cas au moment où je prenais du poids quand j'étais jeune, c'est parce qu'il y avait un souci. Je sais pas, Mmh. peut-être. Mais alors là, j'ai pas du tout de recul. Ouais, OK. Tu vois? Mais c'est vrai que c'est une possibilité, mais je saurais pas te dire. Mais j'ai l'impression en tout cas que, en grandissant, mon ventre, c'est un peu le lieu où je garde mon stress. Ah! Parce que je peux perdre de toutes les parties de mon corps facilement, mais alors le ventre, c'est Ouais, là où je ressens la peur, l'angoisse de toute bien façon. sûr, bien sûr. Donc je comprends bien que dès que ça va pas, ça se resserre à ce niveau-là. Ouais. Et puis il y a des moments où quand ça va pas, je suis pas quelqu'un qui mange ses émotions, Mmh mh. mais ça peut arriver que je vais avoir un pic de: «J'ai envie de sucre là», tu vois? Ouais, yo Et du coup, je vais manger mmh mh, mmh. et je vais pas être bien, je vais culpabiliser et la culpabilité, je la ressens dans mon Dans le ventre, vent, tu vois? ouais, ça fait ouais. Mais c'est marrant parce que là, quand même, la pochette de ton livre, c'est un ventre, hein. Enfin, c'est quand même cette zone-là. C'était intentionnel? C'était, Oui, je c'était suppose que pas c'est nécessairement intentionnel. intentionnel que ce Enfin, soit le ventre, ouais, mais en tout cas, je voulais présenter la nudité. d'accord. Ah, c'est la nudité. OK, Mmh. OK, OK. Ouais, OK, je capte. Et donc du coup, la nudité parce que Je me suis mise à nu là. mmh. J'ai tout donné. Qu'est-ce que ça te fait quand les gens ils te parlent justement là, je t'ai lu un passage et tout, donc c'est hyper intime, mais en même temps, peut-être que c'est une version ancienne de toi. Qu'est-ce que ça te fait quand les gens disent: «Ah ouais, mais tu as écrit ça, mais du coup ça va?» Ah! Je sais Bah, pas, non mais écoute, je tu vois, je blague, mais non, mais on m'a pas posé la question en vrai, mais je sais que j'avais eu une conversation avec mes sœurs, il y a une de mes sœurs qui a lu Sentiments équivoques et qui savait pas, en fait, comment je me sentais. Parce qu'on mmh. n'avait jamais eu de conversation, sur des choses très personnelles et un jour, j'ai brisé la glace avec ce qui m'avait vraiment fait du mal à l'époque. En fait, quand j'étais jeune, j'ai une cousine qui était tout aussi, jeune que moi, hein, Mmh. qui me touchait, les parties intimes Mmh. et alors moi, je l'ai vécu comme une intrusion, Ouais, mais en même temps, en grandissant, j'ai compris que c'était pas normal non plus bien sûr. qu'elle puisse faire ça avec moi, tu Oui. vois? Et du coup, je me posais la question de: «Est-ce qu'elle, elle avait aussi vécu quelque chose? Ou est-ce que c'est les enfants, quand on apprend à connaître notre corps, on a envie de tester des Oh choses et pauvre. donc elle s'est permise», tu vois? Mais c'est vrai que moi, je l'avais mal vécu parce que, tu sais, aussi dans la religion chrétienne, c'est pas bien vu, en fait, de Mmh. pratiquer, la sexualité hors mariage et cetera, donc Bien sûr. et en plus entre 2 femmes, donc ça crée beaucoup de choses et donc donc il y avait la masturbation qui rentrait en jeu et cetera. Plein de choses que je me suis mise à faire et je me suis dit: «Oh, c'est pas OK» et donc ça me créait beaucoup de stress, tu vois? Et quand j'en ai parlé à mes sœurs pour la première fois, c'est là que la parole s'est libérée et que ma sœur a dit: «Bah, je comprends mieux ce que tu as écrit». Oh. J'ai lu et elle s'était retrouvée aussi dans certaines choses, mais elle savait pas d'où ça venait parce que je le disais pas, en fait. Ouais. Et donc oui, est-ce qu'on me demande si ça va? Non. Les gens n'osent pas, je pense. Les gens n'osent pas, mais je pense que ça se voit aussi que ça va mieux, tu Bah, vois? bien sûr. Et mais c'est dark, hein. Mmh. It is what J'ai it pas l'im is. Mais après, c'est et aligné avec tu disais ta période plateforme gothique et tout, oui. enfin, c'est ça. Et est-ce que tu penses que cette version-là, c'est elle qui aurait enfin, j'ai l'impression que la version de toi bon, je t'ai pas connue avant, mais j'ai juste lu quand même, que la version de toi aujourd'hui est lumineuse, elle est pétillante, Mmh. elle est, tu vois, solaire. Moi, j'adore la physique quantique, donc tu vois, passé, présent, futur, même chose. C'est pour ça que l'enfant intérieur me OK. passionne parce qu'en gros, en connectant avec ton enfant intérieur, tu peux finalement quand même choisir d'avoir une belle enfance, même si ce que tu as vécu était pas ouf, un peu compliqué. Donc quand je te vois là aujourd'hui avec c'est comme si, tu sais, je voyais ça comme un hommage un peu à cette version de toi qui était, bah, qui a vécu ce qu'elle avait à vivre, tu vois? Qui Mmh. était dans ces énergies-là, à fin d'adolescence, en fait, finalement, c'est ça, hein? Mmh. Donc toi, la jeune femme aujourd'hui, tu lui
Tu vois, tu lui offres ça, parce que ça vaut c'est comme si c'était comment dire? Ouais, un cadeau pour cette version de toi-là et en même temps, ce cadeau-là, il est pensé depuis très longtemps. C'est comme si la petite fille, elle savait déjà, en fait, qu'il allait avoir un livre et qu'il allait avoir des histoires à raconter et je trouve ça ouf. Donc comment est-ce que tu navigues, du coup, entre la petite fille, la version, on va dire, ado peut-être de Sentiments équivoques et du coup, la femme que tu es aujourd'hui, qui fait la promotion, qui a sûrement d'autres projets, hyper intéressants à venir? Ah, la question elle est dure. Hem, alors j'ai l'impression, hein, Ouais, que la personne que je suis aujourd'hui, elle a beaucoup de liens avec la petite fille, mais pas avec ouais. l'adolescente. Ah, C'est OK. bizarre. En fait, la petite fille, elle était quand même assez solaire et cetera. Elle arrivait à montrer D'accord. les choses, mais je pense que a au moment de l'adolescence, j'avais trop vécu, j'étais fatiguée Mmh. et c'est une période vraiment sombre. En tout cas, j'ai perdu, je pense, de ma lumière à ce moment-là. Donc c'est vrai que j'ai du mal à me réassocier Ouais. à la partie de moi adolescente parce que, je trouve que je m'étais vraiment perdue, en fait, Mmh. dans tous mes problèmes. Donc je pense que je la fais exister parce que mon livre existe, mais du coup, c'est pour moi, c'est histoire close. D'accord. Tu as existé à ce moment-là, tu es devenu un livre, mais voilà, j'ai plus Mmh. besoin de toi. Ouais, d'accord. Merci pour les travaux. Ouais, je comprends. Par contre, la petite fille, ça a toujours été une fille rêveuse qui avait besoin de sa bulle et cetera et je l'alimente toujours aujourd'hui et elle existe toujours, tu vois? Maintenant en ce qui concerne le futur, bah, je suis un peu comme toi. Pour moi, le futur n'existe pas vraiment. Mmh. En tout cas, j'ai cessé de le faire exister parce que je trouve qu'il me stresse. Ouais. Mais que pour moi, je me dis: «Si je veux le faire demain, c'est que je peux le faire aujourd'hui». Donc je me dis: «Bah, fais-le aujourd'hui». Ouais, De toute façon, demain, ça existe pas trop ouais là. et puis tu es pas sûr. Ouais Mmh. Ouais. et de toute façon, si demain, je veux avoir les résultats que j'ai en tête aujourd'hui, bah, faut que je le fasse aujourd'hui quand En même, en fait fait. en fait. Donc j'ai une vision de moi pour demain, j'ai des projets et cetera, tu vois? Et du coup, je prends déjà l'attitude d'aujourd'hui. Mmh. Donc comme je te l'ai dit, par exemple, quand je voulais être signée en maison d'édition, en fait, c'est pas vous qui allez dire que je suis poétesse, c'est moi qui vous l'ai dit. C'est juste vous le temps de réaliser que vous En voulez fait, mon que c'est projet, en déjà fait, ça. Mmh. tu vois? Ouais. Et bah, ça a été pareil, quand j'ai lancé mon projet en tant que parolière que je suis aujourd'hui donc Mmh mh. avec Bénédicte qui est une artiste R&B que je manage également. Bah, je l'étais pas encore, j'avais pas encore écrit de projet pour aucun artiste, tu vois? Mais quand je me suis présentée à elle, c'est: «Je suis parolière, regarde ce que j'ai fait». Donc je me suis déjà mise en condition, en fait. J'ai déjà Mmh. écrit des textes et tout. «Tiens, regarde, est-ce que tu veux bosser avec moi? Ouais, Je viens, j'ai besoin de l'opportunité, mais je suis aussi l'opportunité, c'est en clair. fait». Tu Ouais. vois? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, Donc c'était l'opportunité, tu es et le ça, c'est un portail. truc que j'ai vu, dans une vidéo de Franck Laoui que je suis. OK. Je trouve qu'il fait des trucs grave intéressants et c'est vrai que quand tu as besoin de quelque chose, sois aussi un besoin pour l'autre. En tout Ouais, cas, essaye de le devenir aussi, tu vois? bien sûr, bien sûr. Ouais, Donc carrément. Trop bien, voilà. magnifique. Bah, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai quelques dernières questions pour toi. Si bon, bah, j'allais dire si ton enfant c'était un titre, qu'est-ce que ça serait? Sentiment équivoque? Sentiment équivoque, OK. Si ton enfant c'était une chanson ou une chanson qui te fait penser à ton enfance? Skies, pas Skies, ouh là, Sky Might Fall de, Kid Cudi. Le ciel pourrait bien tomber. OK, magnifique. Un plat qui te fait penser à ton enfance ou à ton enfant intérieur? Oh, un plat? Mmh. Je dirais les lasagnes. Des lasagnes. OK. 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 Hem, de quoi est-ce que ton enfant intérieur a besoin que tu lui donnes pas suffisamment en ce moment? Oh waouh! De quoi il a besoin? De spontanéité. Mmh. De spontanéité et de nouvelles rencontres, qui n'ont rien à voir avec, mon entourage. Mais ça commence déjà. Ouais, trop bien. OK. Et enfin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui te découvrent, qui, te connaissent déjà, qui ont bien aimé ton énergie, qui se retrouvent peut-être aussi dans ce que tu représentes, donc dans qui tu es, qui ont envie Mmh. de connecter avec leur enfant intérieur, mais qui savent pas par où commencer parce qu'elles ont peur? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Hem, de démembrer, de déstructurer leurs besoins. Mmh. Hem, parce que comme on disait tout à l'heure, des fois on voit un gros bloc,
Mais en fait, ce gros bloc, il est en plusieurs étapes et en sous-étapes et en sous-sous-étapes. Donc vraiment prendre le temps de décortiquer, en fait. Et en fait, vous allez arriver à destination sans vous en rendre compte. Mmh. Mmh. Magnifique, magnifique. Est-ce que tu as un rêve sur lequel tu es en train de travailler en ce moment, en particulier, Ouais, Mmh ouais, je vais donner des petits indices sans mh. trop rentrer dans le détail, mais du coup, je disais que je suis parolière et j'ai envie de construire un projet, avec différents artistes, sur un EP. Waouh! Donc comme les beatmakers font où ils invitent plein d'artistes Ah, c'est différents, mais lourd! là, du coup, ce sera niveau, je dis: «Je donne des Enfin, indices», là, j'ai tout en dit. fait, non, mais on sait pas qui sont les artistes. Voilà, Non, on sait pas voilà. qui sont les artistes, mais voilà. Donc je vais venir en France avec ce nouveau concept et voilà, C'est lourd. Trop cool. c'est bien, ouais. Ouais, franchement, félicitations. On a hâte d'écouter tout ça. Merci infiniment, Merci d'avoir, beaucoup pour participé à cet pour l'invitation. épisode. Merci pour, Sentiments équivoques. Merci de montrer la voie et puis je trouve que tu enfin, il y a, vraiment un truc de, enfin, hyper inspirationnel, je trouve, dans ce que tu es, dans ta posture et dans ta, tu sais, parfois, tu as sorti d quand même oui, tu es pas clairement parolière, mais au-delà de ça, tu vois, je me dis: «Putain, tu as sorti des punchlines quand même». Je me dis: «Ah ouais, Ah, OK». faudra faire des quotes. Ah, on va clairement faire des quotes, ma sœur, clairement, soyons très clairs. Non, Oh mais ça, c'est une vraiment merci qualité pour que ça. j'ai, Ouais, j'avoue. ouais, ouais, c'est lourd et c'est hyper inspirant de se dire, bah, en fait, si tu l'imagines, c'est là, quoi, tout simplement. Faut te prends pas la tête. Donc, de toute façon, je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Si tu veux connecter et avec Balia et également commander du coup Sentiments équivoques parce que l'idée, bien évidemment, c'est plus tu donnes de la force et c'est de la force de l'attention et des likes et cetera et c'est génial et c'est aussi, en fait, consommer. Voilà. Mmh, Donc il y a plein d'auteurs et d'autrices afrodescendants, qui sont engagés, qui sont talentueux et ça vaut le coup, en fait, de leur donner ton énergie financière. Donc je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. J'espère que cet épisode, t'aura inspiré également à ne pas remettre à demain les choses que tu peux faire aujourd'hui et puis également à juste aller au bout de tes rêves, même si on te dit: «Non, non, 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 non», keep going. Voilà, mmh. tout simplement. Fais-le C'est pour toi, fais-le pour ton enfant intérieur. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode très, très vite et je t'embrasse. Bye. Merci, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. J'espère que ce moment ensemble t'a inspiré à te reconnecter avec cette version de toi et avec la magie intérieure qui vibre avec l'enfant qui est à l'intérieur de toi. Ce podcast a été produit avec soin par moi-même et la musique que tu entends est une création de ma sœur Clémy, sound designer, chanteuse et DJ talentueuse. Si tu souhaites aller plus loin avec ton enfant intérieur, alors je t'invite à te rendre sur mon site vatei.world, VATEI.WORLD, Vatei ça veut dire vibe avec ton enfant intérieur, où tu peux télécharger gratuitement ta mini-initiation, t'inscrire à ma newsletter gratuite qui est envoyée la plupart des mercredis, ou encore découvrir les diverses initiations que je propose entre le coaching, les bilans de compétences, les programmes en ligne ou encore les expériences événementielles. Si cet épisode a résonné avec toi, n'hésite surtout pas à liker, à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix et surtout à partager avec une âme connectée avec son enfant intérieur ou qui pourrait en avoir besoin. Ton soutien, il est super important et il aide énormément le podcast à grandir et mon travail de manière générale. On diffuse la bonne nouvelle et on change le monde un enfant intérieur à la fois. Et si tu as envie de plonger encore plus profondément dans les énergies de la vie, de ce que c'est que d'être humain, je t'invite à écouter mon premier podcast, On est ensemble, qui sort un vendredi sur deux, où je parle de spiritualité, de développement personnel, des mystères de la vie, de cette expérience complètement folle dans laquelle on est ensemble. Merci encore pour ton écoute et à très vite sur Vibe avec ton enfant intérieur. Vatei!